êtes derrière votre écran aujourd'hui, c'est que notre premier épisode a piqué au vif votre curiosité. La capitale de Gâtine est connue pour son patrimoine architectural car elle forme un héritage typique d'une ville médiévale et qu'elle est signe de la puissance des seigneurs de Parthenay au Moyen-Âge. Dans le cadre de notre série, nous consacrons 2 épisodes à celle que l'on connaît à travers le pays comme la petite Carcassonne de l'Ouest. Pour ce 2e épisode de la saison, premier zoom sur la ville et son patrimoine bâti exceptionnel, le quartier médiéval de Parthenay. Pour nous y aider, on a fait appel au Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine de Parthenay-Gâtine. C'est un formidable outil de médiation où l'on y trouve des clés pour comprendre l'histoire de Parthenay et de la Gâtine. Avec Vincent Tellière, guide conférencier au Pays d'Art et d'Histoire, nous partons en visite dans la rue médiévale la plus longue d'Europe et notre visite commence tout naturellement devant l'emblème de Parthenay. Cette porte Saint-Jacques, c'est véritablement l'emblème de la ville de Parthenay parce que c'est l'édifice que l'on peut considérer encore aujourd'hui comme le mieux conservé de tout ce passé médiéval qui fait la richesse de Parthenay. C'était un édifice qui se voulait à l'image du Seigneur et de sa toute-puissance. Donc c'est pour ça que cette porte, qui était le point d'accès principal, la porte d'entrée de la ville, eh bien il fallait qu'elle soit à l'image de l'autorité du seigneur local. Donc lorsqu'il fait construire l'édifice, eh bien il fait en sorte que cette porte, elle ressemble véritablement à un petit château fort. C'était aussi un moyen quand même de protéger ce point d'accès, puisque les formes très singulières de ces tours eh bien, permettaient, lorsqu'on projetait un quelconque bloc de pierre de plusieurs centaines de kilos, pour peu qu'il arrivait sur la partie saillante, il explosait à l'impact. Au cœur du 19e siècle, lorsque le chemin de fer arrive, lorsque le quartier de la gare est en train de se développer, la ville de Parthenay décide de faire de cette porte Saint-Jacques le monument emblématique, un argument de poids d'un point de vue touristique, de façon à ce que les premiers voyageurs, les premiers touristes, restent à Parthenay pour y venir dépenser leurs deniers. Et encore aujourd'hui, eh bien, pour tous les touristes qui nous accompagnent, découvrir la porte Saint-Jacques comme point d'entrée des circuits qu'on propose de visite sur Parthenay, eh bien, ça fait toujours un petit peu cet effet waouh qui fonctionne encore près de 800-700 ans après qu'elle ait été construite. On continue notre visite devant la façade d'une des maisons du quartier. Alors c'est vrai que le quartier Saint-Jacques, c'est l'écrin médiéval dans toute sa splendeur. Cette rue de la Vaux-Saint-Jacques, c'est magnifique, c'est 334 mètres de long depuis la porte Saint-Jacques jusqu'à la place du Vauvert, et ça reste encore aujourd'hui la plus longue rue médiévale d'Europe. Il fallait s'imaginer une rue qui était d'une part très bruyante, puisque très commerçante, très prospère, très dynamique, avec sans cesse dans chaque maison des échoppes, des boutiques, des tavernes. On y retrouvait quand même essentiellement des artisans drapiers, principalement des tisserands, et quelques familles de teinturiers. On est sur une rue qui est très sale, puisqu'il y a énormément de passages de bétail, puisque la ville de Parthenay, dès le Moyen-Âge, est un lieu de marché. N'oublions pas que c'était également au Moyen-Âge un lieu de vie où, lorsque les activités avaient fini, c'était un lieu où tout le quartier, au printemps, à l'été, pouvait se retrouver pour festoyer, pour communier ensemble au sein d'un même quartier. Complément d'information architecturale de rigueur devant une autre maison. Alors ces maisons à pans de bois, ce qui était donc intéressant, c'était le fait qu'elles étaient construites vraiment sur le même moule dans une large majorité. Ça voulait dire donc de la pierre pour assurer des fondations stables à ces habitations. Et en revanche, eh bien, pour les premiers et deuxième étages, on avait recours à des matériaux qui étaient beaucoup plus légers, moins coûteux. Ces maisons sont assez étroites, 5-6 mètres, pas beaucoup plus. En revanche, le fait qu'il y ait ce métier à tisser qui était installé en rez-de-chaussée de l'habitation tout au fond de la pièce, eh bien nécessitait d'avoir des maisons qui soient très très profondes, donc parfois 20 mètres de long. On se rend compte qu'on arrive à des habitations qui encore aujourd'hui font entre 250 et 300 mètres carrés, ce qui reste quand même des volumes assez considérables. Un dernier point enfin, ces façades qui sont assez atypiques là encore pour des habitations plus contemporaines, puisqu'on voit des profils qu'on pourrait dire en encorbellement. Ça veut dire quoi? Tout simplement que l'étage supérieur est en avancée par rapport à celui qui est en dessous. Pourquoi? 2 raisons très simples. D'une part, les tisserands avaient besoin de vendre, donc c'était un moyen d'aménager un petit préau de façon à ce que la marchandise au rez-de-chaussée ne puisse pas être mouillée en cas d'averse, en cas de pluie. Et la deuxième raison, taxe d'habitation, façon de parler. Mais plus votre maison était grande, large, profonde, plus on payait de taxes à Messire-le-Baron. Donc c'était un moyen d'agrandir l'espace de vie, sans pour autant avoir à payer trop d'impôts. En continuant notre balade, on aperçoit quelques marches dans une rue perpendiculaire.
En haut, un jardin surplombe la rue de la Vaux-Saint-Jacques. On se trouve dans le jardin Férolles, jardin d'inspiration médiévale. Et ces jardins-là avaient la particularité de respecter des règles qui avaient été fixées au 9e siècle par l'empereur Charlemagne. À ce que chaque jardin ait 4 espaces constitutifs qu'on retrouve au jardin Férolles. Le premier, c'est le verger. Le second, où on se trouve, c'est ce qu'on appelle le jardin des simples, où on retrouve principalement des herbes officinales, médicinales, aromatiques. On retrouve ensuite le 3e espace qui est un pré fleuri, donc il fallait des espaces de flânerie, de méditation, de promenade. Et puis le dernier espace, le plus bas, reste le potager, où on y retrouve tout simplement toutes les plantes vivrières que tout un chacun pouvait consommer dans sa vie quotidienne pour se nourrir. Direction maintenant les vestiges d'une puissance seigneurale incontestable à l'époque, les vestiges de l'ancien château. Avant de parler de celui-ci, Vincent nous précise quelques faits d'histoire. Le premier château qui a été construit sur site, c'était un château en bois. Le premier château des barons de Parthenay, il est en bois. Celui dans lequel on est, eh bien, c'est le fruit des négociations du seigneur local avec les rois d'Angleterre qui ont payé pour s'assurer de la loyauté du baron envers la couronne d'Angleterre. Donc lorsque le seigneur reçoit des sommes considérable, eh bien, il se décide à reconstruire les fortifications et en premier lieu son château. Il jette son dévolu ici même, là où on se trouve. On est à la pointe d'un éperon rocheux, on est dans le méandre du Thouet, donc un site très très favorable pour assurer à peu de frais, à peu de coûts, la défense du lieu, de la forteresse. Ce château aujourd'hui, il a forcément perdu de sa superbe. Il ne reste pour ainsi dire que la tour de la Poudrière qui est derrière moi et puis ensuite la bastille de Richemont. Le château à la fin du Moyen-Âge, il est abandonné. Il va être rétrocédé aux habitants qui vont venir se servir allègrement en pierre de taille pour reconstruire leur propre maison, d'autres bâtiments qu'on croise ça et là dans tout le quartier médiéval de Parthenay. Pourquoi la tour de la Poudrière qui est juste derrière moi, elle reste quasiment intacte? Eh bien tout simplement parce qu'on lui a trouvé un usage a posteriori, on l'a utilisé comme lieu d'entreposage, de stockage pour la poudre à canon. Et maintenant, direction les ruines du château. Alors on se retrouve en plein cœur d'un bâtiment un peu particulier qu'on appelle une bastille et qui porte le nom du seigneur qui l'a fait construire, c'est le seigneur Arthur de Richemont. Et à la fin de la guerre de 100 ans, eh bien, la première dynastie des barons de Parthenay s'éteint. Le fief revient à la couronne de France qui choisit de nommer un seigneur loyal d'entre les loyales. Et ce seigneur, c'est donc Arthur de Richemont, qui est un personnage très très connu, un proche du roi de France, et qui arrive ici et qui reçoit donc la baronnie en récompense de sa loyauté. Il va chercher à renforcer, à mieux protéger sa forteresse dans laquelle il s'installe. Donc il va ériger un grand bâtiment, comme celui-ci, un mini-château dans le château. Il fait recreuser les fossés pour mieux séparer le château du quartier de la Citadelle, et il fait doubler les remparts entre le bâtiment où l'on est et la tour de la Poudrière, donc tout ce que l'on appelle désormais le front sud. Il fait construire cet édifice, ces nouveaux ouvrages, qu'il fait équiper également d'une nouvelle arme, le canon. On voit ces nouvelles ouvertures un peu particulières qui auraient pratiquement le profil d'un point d'exclamation. Donc ce sont des archères canonnières. Et pour se défendre, eh bien, il n'y avait rien de mieux accessoirement que la flèche, la lance, le javelot, les carreaux d'arbalète, mais si nous n'avions plus tout ça, il restait les blocs de pierre, la poix, la résine de bois qu'on allait faire chauffer pour la lancer à la tête de l'ennemi, éventuellement le sable brûlant, et si on n'avait plus de sable, on avait la possibilité, dans la joie et l'allégresse, de se cotiser tous ensemble dans le caclon, on mettait tout ça à chauffer, et lorsque l'ennemi était à bonne distance, on lui jetait directement sur la tête. Pour terminer notre visite, nous voici maintenant à côté de la deuxième porte emblématique de la ville. La porte de la Citadelle, alors qui est bien plus imposante, bien plus massive que la porte Saint-Jacques, c'est la dernière des portes fortifiées, et même la seule, qui se trouvait à l'intérieur de la ville. Donc on va y retrouver dans ce quartier directement aménagé dans les fortifications les geôles, le tribunal, et ici même là où on se trouve, la halle aux grains. Pourquoi la halle aux grains dans le quartier de la Citadelle? Tout simplement parce que ça permettait là encore aux seigneurs de pouvoir percevoir une taxe sur ce commerce qui était indispensable, la farine et le pain étant l'aliment absolument nécessaire qu'on retrouvait à chaque repas pour tout un chacun tout au long du Moyen-Âge et même avant. La cité était protégée par non pas un, non pas deux, mais par 3 niveaux de fortification. L'enceinte urbaine qui protégeait toute la ville, le quartier de la Citadelle, et enfin
le niveau de fortification le plus resserré étant le château. Donc ça veut dire qu'en cumulé, si on mettait bout à bout tous ces niveaux de fortification, on obtenait un niveau de quasiment 3 km de rempart en cumulé avec plus d'une trentaine de tours de défense. C'est vraiment très singulier, très atypique. On a très peu de cas à travers l'Europe où on voit au prorata autant de fortifications pour des villes aussi ramassées que l'était Parthenay au Moyen-Âge. Ça y est, la visite touche à sa fin. Si d'aventure l'envie vous prenait de pousser sur l'histoire de Parthenay, notez que le Pays d'Art et d'Histoire organise tout au long de l'année des visites guidées proposées par des guides conférenciers agréés. Elles peuvent être sensorielles, au flambeau ou thématiques. Pour continuer avec Parthenay, rendez-vous l'année prochaine pour un épisode spécial sur les patrimoines moins visibles, moins connus. Avant ça, on se retrouve bientôt pour un 3e numéro consacré au tourisme vert. En s'appuyant sur les compétences du syndicat mixte de la Vallée du Thouet et ses partenaires, on vous montrera un échantillon d'activités nature à faire sur le Thouet.